Voilà. Alors, oui, bon, comme vous l'aurez remarqué, donc c'est très, très artisanal et très simple entre nous, mais ça nous permet aussi d'avoir beaucoup de disponibilité pour les échanges et puis aussi pour accueillir, si vous avez des envies de thèmes de chapelle pour les prochains temps, faut pas hésiter, des sujets de discussion qui vous paraissent importants, des choses que vous voudriez pouvoir vraiment creuser quelque chose, que ce soit de l'ordre de la foi ou du fait d'exister en tant que personne lesbienne, gay, bi, trans, etc., dans l'église ou dans une autre communauté religieuse, faut pas hésiter. Voilà, donc il y a un aspect bricolage, mais en même temps, faut pas hésiter à s'en saisir pour être créatif. Ce soir, du coup, on a la joie, vraiment, d'accueillir Benjamin Moron-Pièche pour nous parler donc des droits des personnes euh, alors, sexuées, euh, non, des minorités sexuelles, sexuées et de genre. Donc moi, que j'ai compris comme étant donc les personnes minorisées du fait de leur genre, que ce soit les femmes, les personnes transgenres, non-binaires, du fait de leurs caractéristiques sexuelles, donc en particulier les personnes intersexes qui donc ont des caractéristiques sexuelles mélangées. Voilà, mais bon, je vous laisserai préciser. Moi, je vais me contenter donc de vous présenter Benjamin Moron-Piège qui est avec vous ce soir et qui était déjà là en fait à d'autres chapelles par le passé. Il est docteur en droit et il enseigne le droit privé et les sciences criminelles à Lyon 2. Donc, il y a pas mal de choses comme ça qui ont une petite dimension Sherlock Holmes, je trouve, dans les titres de droit. D'ailleurs, j'ai vu qu'une de vos dernières publications s'appelle L'affaire du sexe neutre, une illustration de la régression des droits humains en Europe. Et donc, ça aussi, ça pourrait être un titre un peu d'enquête. Et vous faites donc de la recherche appliquée en droit des minorités corporelles au CNRS. Donc, je vous laisserai aussi expliquer peut-être un peu plus ce que c'est tout ça. Euh, Votre travail, vous l'utilisez pour informer notamment autour de vous, que ce soit donc la Cour européenne des droits de l'homme ou le défenseur des droits, sur les droits des personnes intersexes ou intersexuées. Je ne sais pas du coup exactement quel est le bon terme. Les deux sont possibles, y a pas voilà, d'accord. Et donc, vous pouvez aussi faire des explications, des billets explicatifs sur des décisions qui ont été prises. Notamment, donc, en 2022, il y avait une décision qui était, à mes yeux, très importante sur l'interdiction de la torture sur les personnes intersexes, puisqu'en fait, globalement, le plus souvent, quand un enfant intersexe naît, le réflexe du corps médical, ça va être de corriger un certain nombre de caractéristiques physiques de l'enfant pour qu'il puisse rentrer dans une catégorie de genre binaire, soit homme, soit femme. Sauf qu'en fait, c'est pas juste une petite opération, c'est une série d'opérations qui sont très invasives souvent, auxquelles l'enfant n'a pas du tout consenti, qui peut regretter, qui peut lui causer un certain nombre de préjudices par la suite. Et donc des associations s'étaient mobilisées pour demander à la Cour européenne des droits de l'homme si on ne pouvait pas considérer que c'était des actes de torture. Et là, donc, sur Internet, vous trouverez par Benjamin Moron-Pièche une explication très facilement compréhensible de ce qu'a décidé la Cour à ce sujet. Et donc, vous faites aussi des présentations un peu dans des lieux un peu bizarres comme le nôtre, pour un peu nous tenir au courant de ce qui se passe, de comment des personnes concernées et des personnes expertes de diverses manières se sont mobilisées pour mettre en avant la question de leurs droits, mais aussi des préjudices qu'elles subissent, et comment ça peut avancer comme ça, progressivement, grâce aux droits. Donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Clémence. Bonsoir à toutes. Euh, je suis vraiment très heureux de vous retrouver ici à Saint-Guillaume. Ça rappelle tellement de bons souvenirs des années 2017-2018. Je voudrais adresser mes remerciements très sincères à toute l'équipe de l'antenne inclusive et à quelques personnes qui, pour certaines, sont là ce soir et sans lesquelles tout ce dont on va parler, c'est-à-dire comment s'unir, comment travailler ensemble quand on vient d'univers différents, tout cela n'aurait pas été possible. Et je pense à Vincent Sarita-Guillot, à Jean-Pierre Denis, à Johan Charas Sancho et quelques autres personnes. Euh, je vais donc parler ce soir d'un certain nombre de sujets. Euh, alors, je ne suis pas une personne
qui appartient au groupe des minorités sexuelles et genrées. Donc forcément, je peux employer des mots inadaptés, être à côté de la plaque. Et c'est aussi pour ça que j'ai dit il n'y aura que 30 minutes d'intervention et après, vous pourrez vraiment reprendre le pouvoir et corriger toutes les bêtises que j'aurais pu dire. Quelques mots d'introduction. Donc, sans ce terme, justice de genre, il vient du monde anglo-saxon et il a été repris par les Nations Unies et également dans les sciences sociales pour essayer de désigner finalement une sorte d'idéal de justice qui serait sensible aux inégalités produites par un certain ordre du genre. Donc, quand on parle de justice de genre, c'est finalement la recherche là, tout de suite, maintenant, et pas dans l'au-delà, d'une justice sensible aux questions de genre. Ça, c'était la première précision. Ensuite, minorité sexuelle et genrée. C'est vrai, je me mets un peu en porte-à-faux par rapport au courant un peu militant dominant en France qui utilise l'acronyme LGBT ou LGBTQIA ou LGBT dièse. Mais bon, en tant que chercheur, on peut se permettre un peu cette mise à distance parce que j'estime pas, enfin, j'essaye de pas être un militant. Je travaille avec les militants, mais j'essaye de pouvoir parler avec tout le monde, parfois avec le RN, parfois avec LFI, parfois avec La République En Marche, parce que tous ces gens-là me payent finalement. Ils payent mon salaire d'universitaire. Bon. Et donc, le terme LGBT me pose un certain nombre de difficultés. La première, c'est qu'il est exclusif. Si vous voulez être vraiment inclusif, c'est difficile d'inclure tous les groupes. D'une part, il y a des groupes qui ne sont pas encore visibles, donc ils ne sont pas dans votre acronyme. Et puis, vous allez inclure que les groupes qui sont visibles dans les pays anglo-saxons qu'on récupère ici. Mais finalement, les Mahou, les Réré, qui sont en France, hein, c'est la Polynésie française. Ils sont où, là? Et donc, il y a un certain nombre de difficultés anthropologiques, me semble-t-il, à utiliser le terme LGBT, en tout cas dans mon champ scientifique. Mais moi, en tant que scientifique, j'ai appris un peu de distance avec ce terme-là. Et je pense que c'est important, surtout si on veut rayonner dans d'autres pays, en Afrique, en Asie, où parfois ils ont des traditions très très anciennes. Hein. Pensez au Hijras en Inde. Donc les spécialistes de l'hindouisme savent qu'on n'a pas attendu les mouvements états-uniens pour découvrir qu'il n'y avait pas que l'hétérosexualité. Donc voilà, pour ma part, j'essaye de parler de minorité sexuelle et genrée parce que je trouve ça assez inclusif, et puis aussi parce que ça l'ancre dans le champ du droit. Et ça permet de dire, on parle de quoi? On parle de droits des minorités ici, on parle de choses sérieuses, avec des gens qui ont des droits, qui peuvent aller en justice, et donc comment est-ce qu'on va en justice? Et comment on pense ensemble l'action en justice? Dernière précision, qui est-ce qu'on va unir? Comment est-ce qu'on travaille ensemble dans ces actions en justice? Donc, il y a les alliances entre ces minorités-là, on va en parler, mais souvent on voit dans effectivement les médias des oppositions, des conflits, des guerres intestines, mais il y a aussi les alliances au-delà. Et donc, je vais essayer de vous présenter un peu tout cela, tous ces champs d'action et de lutte qui, à mon avis, ne sont pas assez travaillés et il faut essayer de sortir un peu de sa communauté, de voir comment on peut fusionner nos forces et fusionner nos critiques. Alors, je voudrais, dans un premier temps, essayer de comprendre avec vous cette discorde, d'en mesurer l'étendue et d'essayer d'en comprendre les causes, et ensuite de voir un peu les chemins de la concorde en vous montrant quelques exemples qu'on a mis en œuvre avec l'antenne inclusive, et puis peut-être enfin donc une méthode pour essayer de trouver ensemble la concorde. Euh, alors, comprendre la discorde, c'est donc mon premier moment. Il faut, je pense, prendre la mesure de l'étendue de cette discorde et ne pas vivre dans un monde où finalement tout le courant des minorités sexuelles et genrées serait totalement dans l'écoute, dans l'accueil, dans la bienveillance. On voudrait que ça soit comme ça. On voudrait qu'il n'y ait pas de reproduction des dominations au sein des groupes dominés, mais malheureusement, elles sont toujours là, ces logiques de domination. Ces logiques de domination, on les a historiquement, si je reste d'abord au sein des MISEG, minorités sexuelles genrées, donc si on reste dans le champ des MISEG, on les a d'abord connues pour les minorités sexuelles. Peut-être vous vous souvenez, pour les plus anciennes d'entre vous, lorsque le phare a été créé, le Front homosexuel d'Action révolutionnaire en 71, assez vite, les personnes lesbiennes ont quitté le phare alors qu'elles en avaient été les fondatrices, parce qu'il y a eu une affluence de participation des hommes qui peut-être avaient plus facilement étaient plus réceptifs, c'était plus facile pour eux de sortir en tant qu'hommes gays, et donc très rapidement elles se sont trouvées minoritaires, et il n'y a pas eu institutionnellement de mécanisme de protection, d'écoute à leurs paroles,
et donc elles se sont senties entourées de misogyne et elles ont fondé leur propre mouvement. Donc ça a été une première dissociation et elle est là vraiment au tout début, hein, c'est les fondations un peu du mouvement homosexuel militant en France. Et elle est là. Donc, manque d'attention finalement à la spécificité des violences sexuelles à l'égard des personnes lesbiennes. Quelques années plus tard, je fais un grand saut dans l'histoire. Des tensions sont apparues entre certaines minorités sexuelles, certaines associations défendant les droits des minorités sexuelles et la minorité transgenre. Un certain nombre de personnes homosexuelles s'étaient battues pour interdire les thérapies de conversion sexuelle avec des résultats. Et puis, euh, ce n'est pas mon point de vue, hein, je décris le ressenti, hein, voyant ce qui était en train de se développer avec les enfants transgenres, ont eu l'impression qu'on était en train de remettre des thérapies de conversion sexuelle. Et par ailleurs, il y a eu des problèmes de financement qui a fait qu'il y a eu des tensions très fortes. Et donc, on a vu comme ça, au Royaume-Uni d'abord, dans le monde états-unien, des associations qui étaient au départ LGBT, avec des scissions entre le mouvement trans et le mouvement des LGBT. Ça ne s'est pas vu partout, hein, mais ça a été bien réel. Et aujourd'hui, vous avez notamment, moi, dans le champ qui est le mien, le champ du droit, une association que vous connaissez peut-être qui s'appelle LGB Alliance, qui est une association qui, on peut le dire de manière réductrice, lutte contre les droits des trans à la Cour européenne des droits de l'homme et qui lutte avec un certain succès contre le développement des droits des personnes trans. Donc ça, c'est une réalité aujourd'hui, me semble-t-il, assez forte et on a vu dans les manifestations de la Gay Pride parfois certains mouvements vraiment prendre un peu parasiter et il y a eu des tensions très fortes au Royaume-Uni, je crois que c'était dans la dernière Pride. Et puis, dernière tension que je voulais évoquer, entre d'un côté les personnes intersexuées, donc comme l'a rappelé Clémence, ce sont des personnes qui, à la naissance, naissent avec des caractéristiques biologiques sexuées plutôt rares et qui, effectivement, sont exposées à un certain nombre d'opérations que j'appelle de conformation sexuée, on pourrait les appeler de normalisation, pour les faire rentrer dans une norme qui serait à respecter. Et alors récemment, on a eu en exemple en France un bon exemple de cette dissociation entre d'un côté les droits des personnes minorisées en raison de leur genre ou de leur orientation sexuelle et de l'autre les personnes intersexuées. Cet exemple, c'est la loi visant à interdire les pratiques donc de thérapie de conversion sexuelle, thérapie entre guillemets, bien évidemment, puisque la proposition de loi a délibérément exclu de son champ les personnes intersexuées. Et cette proposition de loi a été votée, adoptée comme loi, avec cette exclusion très claire de ce texte qui vise à interdire toutes les opérations pour conformer les gens à une certaine orientation sexuelle, à un certain genre. Ce texte ne concerne pas les personnes intersexuées parce que venait d'être votée une loi, la loi dite bioéthique, qui validait les opérations sur les enfants intersexes sans leur consentement, avec quelques garanties, mais qui, je ne rentre pas dans les détails, n'étaient à mon avis que des garanties de façade qui ne permettaient pas d'arrêter ces mutilations quasi systématiques en France. En tout cas, à l'époque de la loi. Mais en tout cas, voilà, ça a fait partie un peu des avancées où il y a un groupe qui avance et il avance sans les autres. On l'avait vu aussi dans la bioéthique, hein, vous l'avez vu, l'assistance médicale à la procréation a été ouverte aux couples de femmes. Mais dans le même temps, qu'a-t-on fait pour les hommes trans? Rien. On a explicitement dit que ça ne s'appliquerait pas aux hommes trans. Alors, ce n'est pas simplement au sein des minorités sexuelles et genrées qu'on a cette discorde, on l'a entre d'autres groupes minorisés. Alors, je ne ferai pas une liste exhaustive, je donnerai quelques exemples auxquels j'ai pu être confronté. D'abord, peut-être le conflit qui est le plus visible, c'est celui entre les minorités sexuelles et genrées et les femmes. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce conflit-là, d'un côté, les droits des femmes qui sont opposés aux droits, surtout des minorités genrées. Alors, vous avez vu en France un certain nombre de tribunes, je pense à la tribune de Marguerite Stern et Dora Muto dans Marianne en 2022, disant que le planning familial perdait son temps, avait perdu de vue son objectif en défendant les droits des hommes trans à accoucher, à avoir accès à l'avortement. Il y a eu également assez récemment une proposition de loi pour constitutionnaliser, vous avez dû voir, le droit à l'avortement et un conflit entre le Sénat et une partie du groupe majoritaire à l'Assemblée nationale de dire la femme a droit à l'avortement et puis d'autres propositions
disant toute personne a droit à l'avortement. Et l'enjeu, ce sont les personnes trans. Est-ce qu'on va les inclure ou est-ce qu'on va les exclure? Donc ça, c'est un débat qui est très contemporain en France, qui est plus ancien dans les pays anglo-saxons, où on voit vraiment cette opposition très forte, cette logique de conflit entre des mouvements féministes qu'on appelle en France, enfin, l'expression est de Régis Schlagdenhoffen, qui a essayé de traduire le mot TERF anglais, les FRAT, les mouvements FRAT, les féministes radicalement anti-trans. Les FRAT, qui serait un équivalent, si on veut parler français, du mot anglais TERF. Donc ça, c'est peut-être le plus visible, mais également le conflit entre les minorités religieuses et les minorités sexuelles et genrées. J'ai eu l'occasion récemment d'intervenir pour une association juive qui m'avait demandé, en gros, de former ses membres parce que ses membres, une grande partie d'entre eux, avaient des propos qu'on pourrait qualifier de transphobes. Et il y a aussi beaucoup dans l'opinion publique l'idée que la religion est forcément contre les minorités sexuelles et genrées. Et on se souvient des relations effectivement difficiles qu'ACT UP a pu avoir avec l'Église catholique, qui avait au demeurant une position intenable sur le préservatif. Donc c'est vrai que on a quand même une idée très répandue que ça ne serait pas conciliable, que ces groupes qui aujourd'hui, enfin, je pense qu'on peut dire quand même que la religion catholique est quand même aujourd'hui minoritaire. Si on prend sur la population globale, évidemment, c'est la première religion de France, mais les catholiques pratiquants sont aujourd'hui une minorité. Et puis, dernier exemple, à propos des personnes en situation de handicap, que j'appelle pour ma part minorité corporelle, la controverse sur le langage inclusif qui vise donc aussi à inclure les personnes non binaires, donc les minorités de genre. Cette discussion est souvent instrumentalisée en mettant en avant certaines associations de minorités corporelles qui disent que ça leur empêche d'accéder à la langue française. Donc là aussi, on a vraiment une partie des personnalités politiques françaises qui essayent d'utiliser la question du handicap, je prends leur terme, contre les droits des MISEG, et je pense que c'est une idée qui est assez répandue. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette discorde? Je crois qu'il y a des causes d'abord économiques. Il faut parler un peu crûment, mais les financements sont indigents pour les associations, pour les mouvements minoritaires. On leur donne très peu de droits et on ne leur donne pas d'argent pour défendre leurs droits. Et donc, forcément, toutes ces associations sont là sur les faibles ressources à se battre pour ces ressources. Et vous avez des associations historiques qui ont un accès plus facile au financement. Elles voient apparaître de nouveaux thèmes. Donc, imaginez, vous êtes une association qui s'occupe d'abord des gays et des lesbiennes. Puis la question trans monte. Alors, oui, vous dites, oui, on va inclure des trans et on va prendre les financements. Et puis, il y a la question intersexe. Et puis, vous allez prendre les financements. Il n'y a pas de critique à ce stade. Hein. Et puis, à côté, il y a une association intersexe qui se monte parce qu'elle estime qu'il y a un enjeu spécifique, ou une association trans qui se monte parce qu'elle estime qu'elle a un enjeu spécifique et elle n'arrive pas à accéder au financement. Donc ça génère des tensions très fortes entre les associations intersexes qui vont dire regardez le mouvement trans ou le mouvement des personnes homosexuelles, ils captent tous les financements, on n'a plus rien. Donc ça, je pense que c'est une des causes qui tient au financement qui est à la fois indigent et qui est, à mon avis, mal réparti. Je me souviens quand la DILCRA, donc, qui est un organisme français, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Bon, ils avaient fait un plan sur la question LGBT et ils avaient décidé d'inclure les intersexes. Donc je m'étais dit, moi, bon, on va dire, allez, peut-être 700 000 euros pour les personnes homosexuelles, 500 000 euros pour les personnes trans, et puis on garde peut-être, allez, 200 000 euros pour les personnes intersexes. Bon, voilà, bon, on peut avoir une telle répartition, mais pas du tout, c'est pas du tout comme ça. Les associations intersexes ont récupéré des clopinettes, 5 ou 6 000 euros sur les 1,5 million. Donc vraiment, ça a un petit peu augmenté, mais on peut quand même s'interroger sur les méthodes de répartition des subventions qui accroissent, à mon avis, la discorde, qui augmente la discorde. Il y a également des causes sociales. Je pense que nous n'avons pas en France une culture suffisamment forte de défense des droits des minorités. Une attention particulière à ne pas reproduire des mécanismes d'oppression. On peut l'observer dans tous les mouvements militants en matière de lutte ouvrière. Il y a toujours des individus qui naturellement vont prendre le dessus parce qu'ils ont telle et telle caractéristique. Et on n'est pas, on n'est pas sensibilisé à la nécessité d'avoir des garde-fous institutionnels, de se protéger par des règles, par exemple des temps de parole plus égaux, des architectures plus égales, etc. Donc ça, il y a une difficulté là de nature sociale qui tient, à mon avis, à une culture insuffisante, en France en tout cas,
En Alsace-Moselle, c'est un peu différent. Euh, Quand même, enfin, moi j'aime beaucoup cette région aussi pour ça. Mais dans la France hors Alsace-Moselle, il y a une culture des minorités qui est beaucoup moins forte. C'est pas pour rien que la Cour européenne des droits de l'homme est chez vous. Et puis, une autre cause sociale, c'est peut-être, à mon avis, la difficulté à ne pas se faire enfermer dans sa catégorie, dans sa minorité. Parfois, effectivement, il peut être commode de rester entre les siens parce qu'on n'a pas à être confronté à l'incompréhension. Il est commode de ne pas avoir à tout réexpliquer, tout rebâtir. Donc, il faut aussi être attentif, je pense, à ne pas tomber dans le piège des catégories. On est avant tout des êtres humani et on doit faire attention à ne pas se laisser enfermer. Il y a peut-être enfin des causes politiques. C'est vrai que parfois on peut se dire qu'il peut être plus intéressant pour avancer plus vite de dissocier les combats. Bon, bah là, on va d'abord avancer sur les droits des personnes homosexuelles parce que c'est plus facile, on a une adhésion plus forte. Et puis plus tard, quand le temps viendra, on s'occupera peut-être des trans et peut-être plus tard aussi des intersexes. Alors peut-être, à court terme, ça peut sembler être des stratégies payantes, mais si on ne prend pas le temps de construire ces stratégies collectivement, on risque de laisser des gens sur le bord de la route, d'oublier qu'au tout début des mouvements des minorités sexuelles et genrées, les personnes trans étaient très présentes, que les personnes intersexes étaient très présentes, que parfois c'était vraiment des personnes qui avaient le leadership dans ces mouvements-là, et aujourd'hui elles ont été complètement effacées. Euh, Ça, c'est une première cause politique. Une autre cause politique que j'ai vécue pour ma part assez douloureusement, c'est la logique des partis. Dans un des groupes à l'Assemblée nationale, qui était le groupe contre les LGBTQ-phobies, c'était un groupe transpartisan. Il y avait les gens du RN, Madame Laureau, il y avait les gens de La République En Marche, Raphaël Gérard, il y avait les gens de LFI, il y avait les gens socialistes, tout le monde était là. Et on avait réussi à arriver à un travail transpartisan avec une proposition de loi sur la prise en charge des personnes intersexes qui était vraiment assez remarquable. Et puis là, la logique partisane s'est mise en marche. Le ministère de la Santé a dit « Ouh là là, nous, ce texte, on n'en veut pas ». La République En Marche, avec Raphaël Gérard, a reculé, a proposé son propre texte, et le travail transpartisan a été torpillé. Il s'est passé la même chose sur la loi que je citais tout à l'heure visant à interdire les thérapies de conversion sexuelle. Au départ, un travail transpartisan, et finalement, la logique partisane reprend le dessus, et c'est aussi un peu pour ça que les personnes intersexes se trouvent exclues in fine. Alors, comment est-ce qu'on peut chercher la concorde? Ce sera le dernier temps de mon exposé. D'abord, donner un peu d'espoir en montrant qu'est-ce qu'on a réussi à faire, qu'est-ce que les associations ont réussi à faire au sein des MICEG et puis au dehors des MICEG. Donc, parmi les actions, en particulier judiciaires, puisque comme je suis juriste, moi, c'est surtout ça dont je peux parler, sur le plan du droit, euh, on a porté 2 procès à la Cour européenne des droits de l'homme, un qu'a évoqué Clémence tout à l'heure sur les mutilations génitales, et un autre sur l'état civil avec la demande de reconnaissance d'une neutralité du sexe ou du genre. Et dans ces 2 cas, des associations intersexes et des associations plutôt classiques du mouvement dit LGBT ont uni leurs forces et ont fourni ce qu'on appelle une tierce intervention, on parle parfois d'amicus curiae, pour essayer d'éclairer la Cour sur comment faire pour eh bien, peser le plus possible. Et il y avait une stratégie délibérée de l'association OII Europe. C'était la première fois qu'elle demandait à intervenir devant la Cour, parce qu'il faut demander une autorisation, qui a travaillé avec l'association ILGA Europe, qui a beaucoup l'habitude depuis 20 ans. C'est l'association qui a fait la jurisprudence sur les unions entre les personnes dites de même sexe, donc qui a permis d'avoir beaucoup de droits, d'adoption, presque le Pacs maintenant obligatoire pour tout le monde, etc. Et donc, elles se sont rejointes et là, vraiment, on fait un super boulot de partage d'expériences. Il y a d'autres exemples sur lesquels on pourrait travailler en France. Il me semble que la loi sur les thérapies de conversion pourrait être vraiment une loi dont on pourrait essayer d'obtenir l'inconstitutionnalité en disant qu'elle fait une discrimination à l'égard des personnes intersexes. Parce que oui, les mutilations à la naissance sont des thérapies de conversion. On fabrique des orifices, des organes génitaux externes qui soient parfaitement conformes au schéma classique c'est dans la littérature médicale, hein, pour avoir des rapports sexuels, sous-entendu des rapports hétérosexuels pénétrants. On fabrique des verges bien droites chez les gens qui sont assignés en garçons pour leur permettre d'uriner debout parce qu'il y aurait une masculinité à affirmer. Donc là, on est plutôt dans le genre. Donc vous voyez, on est vraiment dans la thérapie de conversion pour avoir un certain genre. Uriner debout serait vraiment une caractéristique des hommes. Et puis,
une certaine orientation sexuelle hétérosexuelle. Donc on pourrait tout à fait produire un argumentaire, faire ce qu'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité et dire que là, les personnes intersexes ne sont pas protégées, c'est une discrimination. Et on pourrait faire la même chose devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ça pourrait aussi être une action qui pourrait être, voilà, fédérer toute une série d'associations en France. Une autre possibilité concerne la carte, vous la connaissez, comment s'appelle-t-elle? Ah, voilà, la carte vitale. Alors, vous savez que cette carte vitale, elle comprend un premier numéro dit de sexe qui est vraiment calqué sur l'état civil. Hein. Votre numéro de carte vitale, il vous est attribué par l'INSEE. Une fois que l'INSEE reçoit les bulletins de naissance, vous rentrez dans le répertoire national d'immatriculation des personnes physiques, qui est un peu au registre du commerce et des sociétés, c'est un peu la même chose, mais pour les personnes physiques. Et aujourd'hui, il cause énormément de problèmes parce que ce numéro, il est censé être fixe, il est forcément binaire, donc il pose des problèmes aux personnes trans, il pose des problèmes aux personnes intersexuelles qui ne rentrent pas dans la norme, et plus généralement, il pose des problèmes à tous les gens qui, comme vous toutes ici, sont critiques à l'égard du genre et qui n'ont pas envie que leurs relations soient dictées grammaticalement au quotidien par le point de savoir si ce sont des hommes ou des femmes. Ils veulent juste être des personnes et être traités comme des personnes. D'autant plus que le NIR, quand vous êtes une personne étrangère, on vous donne un NIR provisoire, le numéro d'inscription au répertoire, le numéro carte vitale, pour le dire de manière plus accessible, pardonnez-moi. Et ce NIR, il y a un numéro nationalité. Et on retrouve également de la discrimination. Donc les Turcs, par exemple, c'est le numéro 208, quand ils demandent à avoir accès à des soins, sont massivement discriminés par les services juste à cause du numéro 208 qui leur est attribué. Donc, ce n'est pas simplement, vous voyez, au sein des MISEG, c'est plus généralement. Ce qui m'amène, du coup, à voir en dehors des MISEG d'autres exemples qu'on a réussi à réaliser. Avec la paroisse Saint-Guillaume et l'antenne inclusive, on a réussi à fédérer pratiquement toutes les religions monothéistes sur la question des mutilations génitales, donc l'affaire M contre France. Grâce à Johan Sarach Sancho, on a pu embarquer l'association Carrefour Chrétien Inclusif, l'association Beit Averim. On avait eu une réunion officieuse avec le CRIF qui nous avait dit allez-y, mais nous, on ne veut pas s'en occuper officiellement. Et on avait eu également, grâce à un imam qui intervient souvent ici, là, son nom est... Exactement, grâce à Mohamed Zahed, également une association musulmane. Donc, tous ces organismes avaient travaillé ensemble, avaient produit un texte qui croisait toutes les normes religieuses pour dire les mutilations sur les enfants intersexes, ça n'est pas compatible, avec les normes religieuses. Et il y a d'autres choses qu'on pourrait imaginer. Sur les retraites, par exemple, on sait que le dispositif sur les retraites est très négatif pour les femmes, ça a été dit, mais il est très négatif en fait pour toutes les personnes qui n'ont pas d'accès au marché du travail, les minorités corporelles, les personnes en situation de handicap, les personnes racisées qui, du fait de la discrimination, ne peuvent pas accéder aussi bien que les autres au marché du travail, et plus généralement tous les groupes qui subissent une discrimination systémique. Donc là, la loi sur les retraites, telle qu'elle a été votée, pourrait être un formidable contentieux stratégique qui pourrait bénéficier vraiment très largement aux minorités en France. On pourrait envisager également la même chose dans la bataille actuellement qui se prépare autour des Jeux Olympiques pour avoir un sport inclusif. On le voit en France, beaucoup de fédérations commencent à poser des règles pour les personnes trans ou pour les personnes intersexes, pour exiger qu'elles aient été stérilisées ou qu'elles prennent de la castration chimique. Dans le même temps, soit les mêmes fédérations, soit d'autres interdisent le port d'un voile technique pour les femmes voilées qui voudraient faire du basket. Dans le même temps, on continue à maintenir l'exclusion des personnes en situation de handicap des Jeux Olympiques. Elles ont leurs propres Jeux paralympiques qui sont au demeurant un modèle en termes de classification, hein, on devrait s'en inspirer. Au lieu d'avoir cette classification très très grossière sur la testostérone, on devrait prendre sport par sport, regarder quelles sont les caractéristiques physiques qui sont déterminantes pour ce sport. C'est ce qu'on fait dans le handicap. Donc il y a toute une série de choses qui pourraient être faites pour essayer de trouver dans le sport des combats communs pour une société plus inclusive. Le langage, je sais que nous avons un linguiste parmi nous, est aussi un lieu pour lequel on pourrait trouver, me semble-t-il, des convergences. Un dernier exemple concerne les toilettes. L'accès aux toilettes est très problématique pour les personnes en situation de handicap qui sont stigmatisées avec des cabinets propres spécifiques quand il y en a. Il est problématique également pour les personnes transgenres. Vous avez à l'entrée un écriteau qui renvoie à du vêtement, mais à l'intérieur, les dispositifs techniques
Ça renvoie aux caractéristiques sexuées. Donc en réalité, le combat des toilettes aussi est un combat sur lequel on pourrait avoir un vrai projet d'inclusivité et les Nations Unies commencent aussi à s'en emparer. Pour terminer, une méthode vers la concorde. Je crois qu'il faut reconnaître que toutes les actions que l'on peut entreprendre de transformation sociale peuvent avoir des conséquences sur d'autres groupes marginalisés. Que les groupes ne visent pas dans des sphères étanches, poreuses, que toutes ces minorités, à un moment, se croisent. Il faut en prendre acte dans la manière de penser, d'agir dans les réformes qu'on peut mener. Je dirais que ça introduit une complexité. On ne peut pas juste avoir la solution magique et la mettre en œuvre. Non, il faut prendre le temps de la réforme. Il faut prendre le temps de consulter. Il faut prendre le temps de trouver des alliés. Les personnes expertes, les personnes concernées, les personnes qui peuvent financer, les personnes qui peuvent communiquer. Il faut ensuite construire sa réforme à partir de ce qu'on connaît, des cas les plus fréquents qu'on observe, et ensuite, une fois qu'on a son texte, le soumettre aux autres groupes marginalisés. Et enfin, il faut être capable de déployer tous ces champs d'action. Si vous ne faites que du politique et que vous êtes un groupe minoritaire, quel est le risque? Que le politique ne vous écoute pas. C'est ce qui s'est passé, moi, à l'Assemblée nationale, quand on est allé défendre les droits humains des intersexes. On donnait des arguments de droits humains, de droits fondamentaux, et on ne nous répondait pas. On nous répondait par des arguments médicaux. Donc, en fait, on ne répondait pas à l'argument, on ne rentrait pas dans le débat. C'est possible au Parlement, parce que c'est du rapport de force. La logique des partis fait qu'il y a assez peu de place pour le vote individuel et qu'on est souvent encadré par la discipline des partis. Mais si dans le même temps, vous saisissez un juge du même problème que vous essayez d'inscrire à l'agenda de l'Assemblée parlementaire, là, devant le juge, on est obligé de vous répondre. Sinon, ça s'appelle un déni de justice. Et il y a un droit d'accès à un tribunal qui est garanti par la Cour européenne à côté. Vous avez un droit de saisir un juge, vous avez, lorsque vous êtes juge, l'obligation de répondre aux arguments qui vous sont donnés, c'est ce qu'on appelle l'obligation de motivation, qui est également garantie. Et donc là, on ne peut pas se moquer de vous. Et le rapport de force est de ce fait inversé. Voilà ce que je voulais vous dire, mais ce n'est qu'une méthode et je ne prétends pas vous dire que c'est la méthode, c'est moi celle que j'ai pu observer dans le travail que j'ai pu faire en tant qu'universitaire engagé avec d'autres associations et d'autres structures comme l'Antenne Inclusive, que je remercie encore pour son invitation. Merci beaucoup. Alors, on va pouvoir donner la parole à vous toutes et tous ici et puis aussi sur Zoom. Alors, on a l'habitude de faire une question pour Zoom, une question pour la salle, sauf que en fait sur Zoom vous êtes en minorité aussi, donc vous avez un avantage très important. Qu'est-ce qui a envie de commencer plutôt en ligne, plutôt dans la salle? Oui? Une question pour les chiffres, donc c'est vraiment très intéressant. Donc la question pour des personnes intersexuelles, est-ce qu'il y a des chiffres? Parce que ce que j'ai lu, c'est qu'on n'est pas d'accord sur les chiffres parce que c'est de caractéristiques. Alors la difficulté, peut-être d'autres personnes dans la salle voudront répondre, mais c'est pas tellement qu'on n'arrive pas à les compter. C'est que comme on ne sait pas ce qu'est une homme ou un homme ou une femme, eh bien on ne sait pas non plus dire ce qu'est une personne intersexe. Et donc on ne sait pas dire combien il y a d'intersexes. Donc le problème, il vient pas d'une difficulté mathématique ou scientifique. Il vient d'une absence de consensus sur la définition d'un homme ou d'une femme. Et donc si vous avez une conception élargie de l'homme et de la femme, parce que vous ne voulez pas reconnaître les intersexes, vous ne voulez pas remettre en cause la binarité. Donc, il va y avoir beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes, et très très peu d'intersexes. Donc là, c'est le chiffre de 160, 180 naissances par an, c'est-à-dire 0,02%. Et donc là, vous pouvez dire, ces gens sont malades, donc il faut les opérer. Mais si au contraire, vous avez une conception plus étroite de ce qu'est un homme ou une femme, et donc plus ouverte de ce que pourrait être une personne intersexe, là, vous arrivez à des chiffres autour de 2%. Donc on a un écart vraiment considérable finalement, parce qu'il n'y a pas d'entente sur qu'est-ce que c'est qu'un homme ou qu'est-ce que c'est qu'une femme. Est-ce qu'une personne qui a une verge toute recourbée, est-ce que c'est un homme? Il y a des gens qui vous disent non, c'est pas un homme, c'est une personne intersexe. Il y a des gens qui vous disent oui, c'est un homme. Est-ce qu'une femme qui n'a pas d'utérus, est-ce que c'est une femme? Il y a des gens qui disent oui, il y a des gens qui disent non.
Voilà. Donc, finalement, ces désaccords, et ce n'est pas la science qui va trancher ça, ce sont des questions sociales. Hein. La science, ce qui est scientifique, c'est de dire qu'il y a des organismes avec des petits gamètes et des grands gamètes. Mais ensuite, le choix de décider que le critère fondamental de distinction des individus, ça va être un de leurs organismes, c'est un choix de science sociale, enfin de société. Ce n'est pas un choix sur lequel les biologistes ont quelque chose à dire. Donc, c'est de là d'où vient l'ambiguïté et l'hésitation sur les chiffres. Moi, personnellement, je dis qu'une personne intersexe est une personne qui est exposée au risque de mutilation. Voilà. Mais j'ai une définition fonctionnelle, quoi, hein, mais ça qui ne résout pas tous les problèmes. Mais pour mon sujet, ma manière de traiter les problèmes, c'est comme ça que j'absorbe les choses. Donc, on pouvait avoir le chiffre des personnes qui ont été opérées, par exemple. Oui, oui, on les a. On est en 2017. C'est une approximation, je sais que j'ai des trous, hein, mais moi, j'ai plus de 4000 enfants de moins de 4 ans opérés. En France? Oui, tout à fait. Dans l'année. Ah ouais. Oui, oui, oui. C'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Oui, oui. Merci beaucoup. Alors, Zoom, c'est à votre tour cette fois-ci pour de vrai. Est-ce que vous avez des questions sur les droits des personnes trans, des personnes intersexes, des personnes non binaires? Ça a l'air d'être le calme de votre côté. Il y a Valérie qui a posé une question. Ah, d'accord. Ah, j'attends La prête. question, c'était: merci pour votre intervention. Quand avez-vous commencé à travailler sur ces thématiques? J'ai commencé à travailler sur la question intersexe à partir de 2009. Et encore aujourd'hui, sur tous les sujets que je traite, que ce soit les toilettes, que ce soit la prescription pour les violences sexuelles, que ce soit sur le sport, enfin, c'est toujours ma porte d'entrée, ce sont les personnes intersexes. Mais j'essaye autant que possible de voir à quel point leurs problèmes rayonnent globalement. Voilà. Et donc, l'exemple que vous avez cité tout à l'heure de mon dernier papier sur l'affaire du sexe neutre, un exemple de la régression des droits humains en Europe, j'ai essayé de montrer comment est-ce que les instruments que développe la Cour pour rejeter la requête témoignent en fait de ce que depuis quelques années, la Cour a complètement dénaturé la Convention pour diminuer le niveau de protection globalement des citoyens et des citoyennes européennes et pas juste des personnes intersexes. Je voudrais savoir si ce choix terminologique qui concerne la décision d'utiliser la formule minorité sexuelle a aussi une perspective militante ou s'il y a aussi un côté très technique, très juridique, si pour vous, ces positions dans un contexte plutôt technique où il y a aussi un peu l'idée d'être aussi un peu plus clair dans votre discours, entre guillemets, quand vous utilisez cette idée de minorité, parce que finalement, vous avez, la France n'a pas ratifié l'article 27 du pacte sur les droits civils et politiques, c'est-à-dire n'a pas accepté la notion de minorité religieuse dans son système juridique. Donc, pour moi, c'est très intéressant de voir que c'était un Français qui a inventé la notion de minorité sexuelle. Aujourd'hui, il y a un collègue français juriste qui repropose en fait la notion de minorité sexuelle dans un contexte qui a refusé la notion de minorité pour défendre la notion de citoyenneté et en fait d'identité nationale finalement. Borillo? Ah non, 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 pas encore. Merci. Donc c'est un peu une question sur ça, surtout sur la terminologie. Alors, sur la terminologie, le premier point, c'est est-ce que, si j'ai bien compris votre question, est-ce que l'astérisque peut faire l'affaire? Est-ce que ça suffirait pas? C'est ça? Est-ce que le plus ou l'astérisque? Oui, voilà. Alors, il y a quand même une petite différence, et ça, c'est vrai que je l'ai ressenti pour l'état civil, donc j'ai transposé ce que j'ai fait dans l'état civil avec l'acronyme. C'est que dans l'état civil, en Allemagne, on avait un temps dit les hommes, ils ont hommes, les femmes, ils ont femmes, et les intersexes, ils ont rien. Donc, parce qu'on ne voulait pas chambouler le système d'état civil, on a dit, vous n'avez rien. Et là-dessus, il y a un contentieux qui s'est mené à Karlsruhe, au tribunal fédéral constitutionnel, et le tribunal fédéral constitutionnel a dit, s'il y a des gens qui ont quelque chose, il faut aussi que les intersexes aient quelque chose. Et ensuite, quand j'ai transposé ça à la réflexion sur le sigle, je me suis dit, mais pourquoi il y en a qui auraient leur lettre dans le sigle et pas d'autres? Et donc, c'est ça qui m'a amené à développer un discours critique sur le sigle plus, mais effectivement qui est minoritaire et à rebours, et je ne porte pas de jugement critique sur le mouvement international. Voilà. Alors ensuite, il y a un autre argument qui était vraiment moi personnel. Dans mon champ, le mot genre était vraiment tabou. Enfin, encore cette année, j'ai un collègue qui a essayé de trouver un poste, il a présenté ses travaux et on l'a coupé au milieu de sa présentation en disant on vous coupe tout de suite, on ne veut pas entendre parler du genre. Donc il a dû quitter le comité de sélection, enfin, c'était évidemment une discrimination flagrante, mais ça c'est encore aujourd'hui en 2023 dans mon champ.
Donc, je ne pouvais pas dire LGBT parce que sinon, forcément, j'allais dire, enfin, renvoyer un message ou donner à penser que j'étais militant. Donc, il y a eu un travail comme ça pour moi d'essayer de le qualifier, de m'approprier ce mot-là dans le champ du droit pour rendre le mot plus acceptable. Et donc, ça, c'était un des objectifs. Et ensuite, il y avait aussi un autre objectif qui était plus heuristique, enfin, essayer d'avoir un acronyme avec plusieurs lettres qui permettent d'avoir des découvertes de savoir. Donc, heuristique, c'est un mot compliqué pour dire on fait plus de découvertes avec ce mot-là qu'avec un autre. Et il m'avait semblé que parler de MISEG, donc il y avait trois choses, c'est un peu comme la Trinité, il y avait le sexuel, le sexué et le genré. Et il y avait des conflits tantôt entre le sexuel et le genré, tantôt entre le sexuel et le genré, tantôt entre deux et un. Or, si vous avez LGBTQI, c'était moins clair cette tension. Et puis, on voyait moins aussi quand même la base première de la discrimination. Est-ce que c'était la sexualité? Est-ce que c'était la corporéité? Est-ce que c'était le culturel, le genre? Donc, je trouvais que de manière heuristique et peut-être aussi scientifique, elle était plus satisfaisante. Voilà. Je crois que j'ai répondu aux questions. Merci. Alberto, est-ce que tu peux prendre la parole là? Oui, mais Isabelle excusez-moi, avait levé la main avant moi. Non, non, Ah, mais d'accord. vas-y. Non, mais vas-y, j'irai après. Ok, ben on va pas se perdre entre deux petits mots. Ben bonsoir. Je suis aussi critique par rapport au mot minorité. Sur la lignée de Paul Preciado, je préférerais parler de opprimés, donc plutôt les opprimés, parce que les minorités, au final, c'est quelque chose de défini de façon culturelle et qui peut changer. Mais ce que je voulais, voilà, ce que je voulais plutôt dire avec mon intervention, ma question porte sur le besoin de normalisation et la peur qu'on a face à tout ce qui est différent. Je travaille et j'évolue dans le milieu psychiatrique et voilà, les homosexuels, les opprimés dont on parle ce soir ont longtemps été considérés des malades mentaux et ce qui n'est plus, j'espère, le cas aujourd'hui. Et ma question, c'était qu'est-ce que vous sentez au niveau institutionnel, juridique, par rapport à cette peur de l'anormalité, tout ce qui dévie de ce qui est perçu comme être la normalité. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de peur, hein? Est-ce qu'on peut la vaincre? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Merci. Est-ce que je prends votre question, Isabelle, aussi? C'est un peu différent, mais moi, c'est plus un témoignage par rapport à la discrimination entre minorités ou sexuels, genre. Personnellement, j'ai cheminé pendant une dizaine d'années avec un groupe de personnes homosexuelles, parce qu'à l'époque, oui, il y a 50 ans, donc je suis une personne transgenre, hein. C'était des réalités qu'on ne connaissait pas. Et donc, je rejoins ce groupe parce que il me semblait qu'il y avait des points communs entre ce que je vivais et ce que vivaient ces personnes, notamment l'exclusion et la violence, enfin, etc. Et au bout de 10 ans de cheminement, je ne leur avais pas caché mon besoin de transidentitaire, mais je ne l'avais jamais concrétisé. Et le jour où je leur ai demandé s'ils accepteraient que je concrétise dans le groupe cette transidentité, eh bien, il m'a fallu attendre presque un an d'avoir une réponse. Et encore, j'ai dû forcer un peu la porte en leur disant un jour, vous qui revendiquez qu'on accepte votre différence, où vous en êtes dans l'acceptation d'une autre différence. Et je crois que là aussi, quand on s'enfermera chacun dans notre différence ou notre minorité, eh bien, on n'avancera pas. Et il n'y aura pas d'union non plus pour revendiquer notre place dans la société. Oui, je pense que, comme disait Alberto, oui, accepter la différence, c'est pas évident. La sienne, mais aussi celle des autres. Donc, beaucoup de tolérance à voir les uns les autres et d'humilité. Merci, Isabelle.
finalement, vous avez très bien identifié la cause aussi que j'évoquais tout à l'heure, c'est la difficulté à ne pas reproduire la domination dans les groupes de personnes dominées ou opprimées. C'est un peu ça que j'entends aussi dans ce que vous nous dites. Alberto, sur la question terminologique, le terme opprimé n'existe pas en droit international et il n'existe pas non plus en droit français, alors que le terme minorité existe. Donc, dans mon souci en fait de rendre mon discours acceptable, j'ai dû parler enfin, j'ai fait ce choix de parler de minorité, mais vous avez raison, j'en ai discuté un peu avec Karine Espinera. Le terme minorité, donc qui est une chercheuse trans, le terme minorité, il active aussi une critique qui est la tyrannie des minorités. Donc c'est pour ça que Karine Espinera préfère ne pas parler pour sa part de minorité parce qu'elle dit que ça donne du grain à moudre à tous les gens réactionnaires ou conservateurs qui veulent faire passer ou donner l'impression qu'il y aurait une tyrannie de la minorité. Et ensuite, sur la question de l'anormalité, vous me demandez, si j'ai bien compris votre question, Alberto, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de tomber dans un schéma d'anormalité? C'est bien ça? Déjà, avant ça, quel est votre ressenti quand vous fréquentez le couloir institutionnel? Est-ce qu'il y a beaucoup de peur, hein? Ma question porte plutôt sur la peur, hein. Voilà. D'accord. Oui, il y a effectivement beaucoup cette peur. Et du point de vue des militants, je pense que cette peur n'est pas prise au sérieux. Et en France, par exemple, je vais vous donner un exemple qui va vous parler beaucoup et qui montre qu'on n'a peut-être pas assez travaillé sur la gestion de cette peur. En France, quand vous voulez aujourd'hui, en 2023, changer votre état civil, vous devez passer devant un juge. Pourquoi est-ce qu'on doit passer devant un juge? Parce que le groupe dominant à l'Assemblée nationale, au Sénat, a peur des personnes trans dans qui ils voient des fraudeurs, des fraudeuses potentielles. Et donc, parce qu'ils ont peur de la fraude à l'état civil, parce qu'ils ont peur du faux trans ou de la personne qui voudrait aller courir avec les femmes pour avoir des meilleurs résultats, qui voudrait aller dans un quartier de femmes pour pouvoir violer les femmes, parce qu'ils ont cette peur-là. Certains l'ont réellement, d'autres, elle est complètement factice et artificielle, mais parce qu'ils ont cette peur-là, ils ont décidé qu'on allait contrôler systématiquement, a priori, le changement d'état civil. En Belgique, ils ont été un peu plus malins. Ils ont dit, pour éviter les fraudeurs, on va mettre en place un critère plus élevé quand on veut changer une deuxième fois. Et là, du coup, ils ont ouvert beaucoup plus largement la première fois. Et en revanche, pour traiter l'argument les trans, il y a un risque de fraude, ils ont mis en place ce contrôle-là. Donc, évidemment, ça reste complètement transphobe. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, si on essaye de donner un peu de crédit, un peu de sérieux à cette peur, on peut avoir de meilleurs résultats sur le plan du droit, parce qu'on aura donné aussi l'impression qu'on a fait quelques gages qui ne coûtent pas très très cher, parce que finalement, le deuxième changement, prévoir des règles pour le deuxième changement, il y a combien de personnes qui détransitionnent? Moi, les chiffres que j'ai, c'est autour de 1%. Donc, bon, on peut bien prendre cette règle, elle ne va pas trop être bloquante. Et donc, voilà, ça peut être Donc, ma critique, c'était pas de dire ils font n'importe quoi les militants, c'est peut-être qu'on pourrait avoir plus de résultats en essayant ou en donnant un peu de crédit à ces peurs et en essayant de voir comment on peut les traiter. Peut-être qu'en dernière question, on pourrait prendre la question de Genestan. Tu peux parler fort? Ou venir, ouais, si. J'avais une question sur les personnes en situation de handicap. Je travaille en agence d'architecture, du coup, je dessine des toilettes. Et je dessine des toilettes. Pour, et du coup, j'ai pas compris la position sur laquelle vous expliquez pendant l'exposé sur la stigmatisation ou non. Et parce que nous, on reçoit des règles de l'Association nationale des handicapés ou des personnes en situation de handicap pour définir les gabarits, etc. et comment est-ce qu'on dessine cet espace. Donc finalement, nous, on a le sentiment de dessiner ce qu'on nous demande et ce qui convient à ces gens-là. Donc voilà, je suis éclairer un peu. Merci pour votre question. Quand j'ai parlé plus spécifiquement des associations de MISEG, j'ai essayé de montrer qu'il y avait une complexité dans ces associations avec des positions parfois différentes. Et je pense que c'est un peu pareil dans le monde, mais que je connais beaucoup moins bien, des minorités corporelles, personnes en situation de handicap, où vous allez avoir des associations qui vont défendre effectivement une position. Nous, on veut des toilettes spécifiques parce qu'on pense que c'est le meilleur moyen d'avoir le bon gabarit, les bons aménagements. Et peut-être d'autres associations qui vont avoir un discours plus
inclusif mais sans jugement de valeur, plus inclusif en disant nous, on préfère être avec tout le monde, mais une norme commune qui soit bonne pour tout le monde et pas juste pour les gens qui ne sont pas en fauteuil ou qui entendent ou qui voient, etc. Donc cette tension-là, elle existe à mon avis aussi dans le monde des minorités corporelles. Et moi, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu et lu de personnes en situation de handicap, c'est qu'elles ne voulaient pas avoir de règles que pour elles. Et je l'ai aussi entendu par de personnes trans qui disaient, nous, on ne veut pas une règle que pour les trans en matière d'établissement de l'affiliation, on veut pas une règle que pour les inters sur l'état civil, on veut des règles pour tout le monde où on soit inclus. Voilà. C'était ça ce que j'essaie de dire bien maladroit. Ben, je crois que oui, ce que disait la collègue, mais c'est toujours compliqué de parler, c'est que en tant que personne concernée par le handicap, il était indiqué que il était effectivement problématique de ne pas penser le genre dans le champ du handicap parce que de facto, eh bien, on prenait pas en compte toutes les problématiques et que par ailleurs, il y avait effectivement une demande de pouvoir aller dans les toilettes des femmes si on était une femme et de pas en plus avoir la stigmatisation par la réduction de la personne à son fauteuil qui est le logo qui détermine l'accès et donc qui renforce le stéréotype d'une personne diminuée. Ouais. Ouais, on peut prendre encore une question. Allez, moi, quand on une toilette, on peut automatiquement sur les toilettes handicapées alors que pour un aveugle, super, c'est cool. Donc, moi, je me dis au plus davantage une toilette classique, une toilette handicapée, je cherche dans 2-3 minutes pour la toilette. Donc là, il y a une personne qui disait qu'en tant que personne aveugle, on voulait toujours l'emmener dans des toilettes en situation de handicap, mais que ça ne convenait pas parce que les repères spatio-temporels, c'était pas, enfin spatiaux, c'était pas du tout les siens. Désolé de le présumer. Si ça vous va, je propose qu'on clôt ici la discussion en grand groupe, mais ça n'empêche pas de venir discuter, poser encore quelques questions éventuellement, débriefer entre nous. Voilà, donc merci beaucoup à toutes et tous d'avoir été là, d'avoir posé vos questions. Et voilà, ça nous fait vraiment très plaisir de vous accueillir et puis de mettre en avant et de mettre vraiment un coup de lumière sur les droits des minorités sexuelles et de genre, et en particulier sur les droits des personnes trans et intersexes qui sont effectivement souvent traités en dernier, quoi. Alors qu'en fait, ça nous concerne toutes et tous. Voilà, merci beaucoup. Au revoir. Merci et bonne soirée.